vous proposer des retours d'expérience, de projets innovants, inspirants, donc sur ce champ de l'accompagnement des personnes et des enfants en situation de polyhandicap. Et donc, on a le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui donc plusieurs intervenants. Donc, Madame Bergamasco, donc, qui est formatrice, superviseure, experte de polyhandicap, et Madame Lacombe, qui est inspectrice honoraire à l'éducation nationale. Donc, merci, mesdames, pour votre présence ce matin. Et puis, donc, plutôt des personnes plutôt connues, puisque sur notre belle région Bourgogne-Franche-Comté, donc, Madame Fesquet, qui est directrice du DIM et recours du gestionnaire Handi-Up, et Madame Couturet, qui est conseillère pédagogique à SH sur la Haute-Saône. Et puis, on aura également un retour d'expérience au niveau de la Nièvre. Donc, Madame Saul, chef du service éducatif Pôle Enfance, et Monsieur Hello, chef de service éducatif pardon, du Pôle Enfance. Et là, c'est le gestionnaire ADAPI de la Nièvre. Si vous en êtes d'accord, on vous avait envoyé des autorisations, on va enregistrer cette séquence pour qu'on puisse voilà, la mettre sur notre site internet de l'ARS pour pouvoir être regardée par d'autres voilà, participants qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui, si vous en êtes d'accord. Eh bien, Stéphanie, on peut commencer, si j'ai bien tout dit, j'ai rien lu. Votre micro. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis navrée, je suis un petit peu à faune. Mais du coup, c'est pas moi qui vais m'exprimer ce matin, donc c'est parfait. On va laisser la parole du coup à mesdames Bergamasco et Lacombe qui vont nous faire part de leur expérience sur l'Académie de Limoges, mais pas que, notamment par rapport aux unités externalisées. Et puis l'idée de ces temps-là est vraiment de pouvoir échanger, poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans les conversations. On aura un temps d'échange à la fin de chaque présentation. Et du coup, je laisse la parole à mesdames Bergamasco et Lacombe. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bonjour à tous. Alors, je vous préviens d'avance, dans nos compétences, les compétences informatiques ne sont pas ce qui est le plus développé chez Maryse Lacombe et moi. Donc, je vais tenter le partage de notre présentation immédiatement et vous allez me dire si c'est bon. Il faut le mettre en grand écran. C'est parfait, il faut juste le mettre en grand écran. Ouais. En bas, non, juste en bas. Les deux en bas, petites à droite. flèches en bas, Florence. C'est qu'il faut que je décale ma petite fenêtre. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Parfait. Parfait, impeccable. Compétences acquises. Premier stress résolu. Donc, on va se présenter. Maryse, je te laisse. Oui. Alors, bon, d'abord, qui sommes-nous? Tout d'abord, nous représentons aujourd'hui l'organisme de formation, vous le voyez, A+, Autorégulation, qui est dirigé par Anne-Sophie Morena. La base d'action, c'est bien sûr l'autorégulation dans les dispositifs qui portent le même nom, mais aussi en UEMA, en unité externalisée, en établissement spécialisé, dans le champ des TND et aussi dans le champ du polyhandicap, d'où la formation et la supervision des unités d'enseignement externalisées polyhandicap. Alors, pour ma part, je suis donc inspectrice honoraire de l'éducation nationale, ça veut dire que je suis à la retraite. Je continue à œuvrer auprès de mes collègues parce que je pense que l'inclusion scolaire des personnes en situation de handicap a toujours animé mon parcours. J'ai toujours essayé d'aller plus loin dans l'inclusion, d'essayer même en restant loyale à mon institution, de faire bouger les lignes. J'aurais rêvé d'une école par tous et pour tous. Voilà, c'était un peu mon credo. Et puis, j'ai donc, avec Florence, il y a déjà quelques années, puisque je pense que ça remonte à 2012, mis en œuvre une des premières unités d'enseignement externalisé polyhandicap. À l'époque, on pensait que c'était un peu un pari fou. On nous disait des polyhandicapés à l'école, quelle question, ça allait même jusqu'à dire quelle folie. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que
on va vous le dire aujourd'hui, ça a développé plein de choses et moi, j'en suis très fière. Voilà. Et donc, Florence Bergamasco, moi j'ai eu un parcours de cadre, en seconde partie de carrière en tout cas, un parcours de cadre dans le secteur médico-social, essentiellement dans le champ du polyhandicap, puis sur l'ensemble d'un pôle enfance ensuite. Comme Maryse l'a dit, on a eu la chance de se trouver sur le même territoire et d'avoir carte blanche pour rêver d'une scolarisation des enfants polyhandicapés et embarquer les familles avec nous dans ce rêve un peu fou, et on a mené ce projet pendant plus de 10 ans. Il vit encore, un peu sans nous maintenant, mais il perdure complètement et en dispositif d'IME hors les murs, que ce soit en primaire ou en collège. Depuis 3 ans, j'exerce les fonctions de superviseur et formatrice au sein d'A+ Autorégulation. Et en parallèle, je suis aussi experte métier pour la certification des établissements en DO dans le champ du polyhandicap. Voilà. Alors, nous allons vous développer les éléments essentiels à nos yeux sur lesquels on doit s'appuyer pour mettre en œuvre une UEEP. Tout d'abord, le cadre réglementaire, les constats, les visées que nous avons en commun, quelle démarche d'implantation, quelles modalités de mise en œuvre et surtout des points de vigilance. Vous voyez que nous avons fait le choix aussi de rajouter 2 témoignages. Le témoignage d'un papa de Youssef, qui est à l'UEP de Limoges, et une professionnelle, une ergothérapeute au sein d'une UEP. Et je pense, Florence, que tu as rajouté aussi le témoignage d'une enseignante. Tout à fait. Alors, on va partir sur le cadre réglementaire. Nous nous sommes appuyés dans un premier temps, bien sûr, sur une définition commune du handicap, du polyhandicap. C'est la diapo suivante, Florence, je commence. Voilà. Je ne vais pas vous lire cette définition, elle est parue au décret du 9 mai 2017. Elle est importante, cette définition, parce qu'elle évite toute représentation erronée, elle donne un cadre. Et bien sûr, on s'est appuyé dessus pour montrer et pour pouvoir accueillir le public qui était nécessaire pour mettre en œuvre cette UEP. Nous nous sommes appuyés aussi sur le droit à la scolarité, bien sûr, le droit à l'éducation, à l'accessibilité à l'école pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. On n'arrête pas de le répéter, même si on voit que ce droit est bien bousculé souvent, et à l'heure actuelle, on voit, il fait encore question. Pour nous, c'est le droit à l'éducation, à l'accès à l'école pour tous, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi le fait de croire et de poser un postulat de base, qui est le postulat d'éducabilité. J'ai toujours pensé que n'importe quel enfant, quel qu'il soit, pouvait apprendre à minima peut-être, mais apprendre, et qu'on devait le considérer comme un être apprenant. Donc, ce projet me plaisait d'autant plus qu'on pouvait montrer que même si on avait un polyhandicap, on avait sa place au sein de la société, au sein d'une école, et que ça pouvait aussi, et ça a été le cas, changer le regard des autres. Et je crois que ce droit à la scolarité, il est bénéfique pour construire une société aussi qui soit inclusive. Alors, la création d'une unité d'enseignement externalisée ne peut pas voir le jour si elle ne s'appuie pas sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Bien sûr, les UEP s'appuient sur les dimensions fonctionnelles à développer chez l'enfant, mais c'est aussi et surtout un modèle écologique qui met tout à fois en jeu l'enfant, sa famille qui doit être partie prenante, les professionnels qui doivent être mobilisés autour du projet, la vie quotidienne et les rythmes du quotidien, et la question des rythmes est essentielle dans les journées des unités d'enseignement externalisées. Et bien sûr, je le mets en dernier, mais ce n'est pas en dernier, c'est en premier. La santé, le soin font aussi partie intégrante du travail en unité d'enseignement externalisé, et il ne doit surtout pas être négligé. On voit trop souvent aujourd'hui des projets de soins qui sont totalement isolés des projets pédagogiques et des projets éducatifs au niveau des unités d'enseignement externalisées. C'est ce lien entre toutes ces dimensions fonctionnelles, santé,
vie quotidienne, professionnelle, famille, qui fait l'essence même des unités d'enseignement externalisées, mais n'oublions pas les transitions, et c'est une problématique très actuelle sur certaines UEP qui existent depuis quelques années. Quid des enfants qui grandissent, qui deviennent des adolescents, et la question de la poursuite de leur scolarisation en unité d'enseignement externalisée collège se pose de plus en plus. En point de ressources, en octobre 2022, le comité interministériel a fixé un cap très clair: améliorer la scolarisation des enfants polyhandicapés par le déploiement sur tout le territoire de ces unités. L'objectif était très ambitieux parce qu'on se rend compte que l'objectif était à 2023. Nous sommes aujourd'hui en 2024, à voir dans les prochains mois les actions supplémentaires qui seront menées. Des recommandations et des décisions. Quand on a démarré il y a un peu plus de 12 ans avec Maryse, on n'avait quasiment rien. Elle parlait de projet fou. Oui, c'est un projet fou parce qu'on n'avait aucun élément sur lequel s'appuyer, se baser, aucun modèle. On n'avait pas de feuille de route, on n'avait pas de cahier des charges, nous n'avions pas de cadre spécifique, hormis les cadres généraux de nos ministères de tutelle respectifs. Le volet polyhandicap de la stratégie quinquennale, nous on l'a vu arriver, je vous le dis, hein, avec beaucoup d'espoir, et on a été rassurés que enfin le polyhandicap puisse être un peu plus reconnu, un peu plus cadré, un peu plus accompagné dans les bonnes pratiques qui devaient être menées. Là, on a le focus axe stratégique numéro 3 qui était promouvoir la citoyenneté, la participation et l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, et donc favoriser la scolarisation et les apprentissages des personnes tout au long de leur vie. Dans ce cadre, un groupe de travail a été créé au national, piloté par la DGCS, en associant bien sûr l'éducation nationale, le groupe Polyhandicap France, la CNSA, et établir une trame globale aux apprentissages scolaires adaptés aux besoins des enfants polyhandicapés. De là est né, enfin, en 2020, on a attendu un petit moment quand même, Maryse, un cahier des charges spécifique aux unités d'enseignement pour les enfants polyhandicapés qui apporte un cadre et encourage le développement. Marie, je crois que tu as participé à ces travaux. Est-ce que tu veux peut-être ajouter un commentaire sur cette partie-là ? Pas spécifiquement. Je suis très heureuse de voir que le cadre légal est en place et que les gens peuvent s'appuyer dessus. Parce que quand on met en place une UEP, si on n'a pas ce cadre législatif, ça pose problème. On ne sait pas vraiment ce qui est recommandé, ce que l'on a le droit de faire. Et je crois qu'un cahier des charges est toujours très apprécié par les acteurs de terrain. Oui, et c'est le point d'appui et c'est le point de départ du déploiement des unités d'enseignement externalisées. Dans nos démarches, on s'est aussi basé sur des constats établis. Les constats que nous allons vous présenter ensuite sont à la fois basés sur des recherches, mais aussi sur les données issues du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale. Dans ces travaux de recherche, on en a extrait 2 qui sont issus des travaux du GRAP, si j'écorche pas le nom du labo, qui dépendent de l'INSHEA, qui est rebaptisé INSEI. J'aurais dû changer le logo, je m'en excuse. Maryse le disait tout à l'heure, je partage à 100%, vous imaginez bien son avis. Oui, tous les enfants en situation de polyhandicap sont en capacité d'apprendre. Et ces rapports et ces travaux de recherche nous le montrent de manière prégnante. Alors, je le relis avec vous, les 8 orientations pédagogiques principales, c'est le développement de la conscience de soi et de la conscience de son corps propre, l'intériorisation de repères, la mémorisation, le développement de la communication, le développement des relations aux autres, le développement des processus de régulation, accompagner l'enfant polyhandicapé, c'est pourtant tellement difficile, à développer ses capacités d'autorégulation et donc aussi derrière ses capacités d'autodétermination, le développement de ses capacités de partage émotionnel, ensuite l'accès au symbolique, le développement du raisonnement,
et l'attention conjointe. Là, je vais vous parler un petit peu plus du quotidien. Dans le contexte école, en fonction de l'aménagement de la classe, en fonction de l'aménagement du temps, on en a déjà parlé, les enfants se placent assez spontanément en posture d'élève. Ce que je vous raconte, ce n'est pas ésotérique, hein, c'est du réel, c'est du vécu. Un enfant en contexte de classe se place spontanément, quel que soit son polyhandicap, en place d'élève et en place d'apprenant. Et c'est une constante dans toutes les unités d'enseignement externalisé, soit que je peux superviser, soit que je peux auditer aussi. Avec l'étayage de ces structurations d'espace, de temps, les capacités attentionnelles des enfants progressent énormément. Je vais me permettre, Anne, de citer un petit exemple avec un jeune qui est sur l'unité d'enseignement externalisé à Héricourt. Vous m'autorisez à citer son prénom, Anne? Oui, oui, bien sûr, hein, Florence, allez-y. Le jeune Maxime a des capacités attentionnelles, lorsqu'il est sur l'établissement, qui sont relativement faibles. Par contre, le jeune Maxime, dans une situation d'apprentissage autour d'un compte sensoriel particulièrement dynamique, encadré par l'enseignante et l'équipe éducative et de soins qui est présente au niveau de l'unité d'enseignement, est en capacité de rester attentif pendant quasiment 1 heure en classe. Voilà, on passe d'un jeune qui est très peu attentif au niveau de l'établissement au quotidien à relativement attentif, parce qu'1 heure d'attention pour un enfant polyhandicapé, c'est juste énorme, lorsqu'il est en contexte de classe. L'alternance entre les temps d'apprentissage, les temps basés sur le sensoriel, les temps de repos et de soins qui sont indispensables et qui ne doivent pas être négligés, les jeux libres qui favorisent aussi l'exploration, le jeu symbolique, les activités éducatives qui sont proposées, sans oublier les temps de récréation, essentiels les temps de récréation, structurent la journée et permettent de trouver le juste équilibre entre la surstimulation qu'il faut totalement éviter et la sous-stimulation qu'il faut encore plus éviter des enfants. Tous les enseignants du UEP vous le diront, les apprentissages sont effectifs, ils sont réels, ils sont parfois lents, ils sont parfois infimes, mais ils sont existants, réels pour tous les enfants. Deuxième axe de recherche, toujours porté par le GRAPP, qui s'appelle Polycom. J'ai extrait 2 résultats qui me paraissent assez parlants dans le développement des unités d'enseignement externalisées. C'est l'importance de soutenir l'élève dans le développement de ses aptitudes à communiquer avec des pairs de génération autant qu'avec les adultes. Malheureusement, et le résultat de cette recherche le montre, les fonctionnements sont trop souvent descendants, enseignant vers l'élève, en relation duel souvent. Et on oublie que l'enfant polyhandicapé a une appétence pour communiquer avec ses pairs et que la pair-émulation, c'est aussi un moteur d'apprentissage pour les enfants. Là, l'essentiel, c'est d'être vigilant dans la structuration de la journée, dans la structuration de la classe, dans les aménagements, pour que les jeunes, entre eux, puissent être en interaction. L'autre résultat de cette recherche, un des autres résultats, il y en a plein, ces 2 recherches sont accessibles totalement et gratuitement sur Internet, c'est les effets de présence corporelle et affective et de la disponibilité affective des adultes dans l'organisation de l'expérience du jeune avec polyhandicap. La posture de l'enseignant, la posture des équipes éducatives est essentielle au climat et au climat affectif et à l'appétence à l'apprentissage des enfants polyhandicapés. Ces 2 dimensions sont essentielles dans la mise en place. Sur les autres éléments sur lesquels nous nous sommes basés, c'est les données issues du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de l'offre médico-sociale. C'est très loin à dire. Elle montre que l'accompagnement des enfants polyhandicapés est majoritairement porté par des structures initialement considérées comme fermées, avec pour un quart d'entre elles un accueil avec hébergement en internat, d'où la dimension très fermée encore de ces structures. Donc tout l'enjeu des unités d'enseignement externalisé, c'est d'ouvrir les modes d'accompagnement
non pas vers des dispositifs en intra, mais bien vers des dispositifs de droit commun. Par rapport à la scolarisation de ces enfants polyhandicapés, on peut voir dans les schémas qui sont affichés que seuls 24% globalement sont scolarisés, 69% le sont avec moins de 6 heures de scolarisation, 23% de 6 heures à 12 heures et seulement 8% plus de 12 heures. Donc on voit bien que là aussi, on a une problématique de scolarisation, en effet, en classe ordinaire et que les UEEP peuvent être en effet des réponses pour permettre à ces jeunes de fréquenter l'école sur un temps plus complexe, même si les unités qui sont implantées ne sont pas de l'inclusion totale dans les classes ordinaires. Mais en tout cas, on vise quand même cette inclusion sociale qui est tout à fait importante. Par rapport aux différentes modalités de scolarisation, le décret de 2009 a mis en place le fait que l'éducation nationale devait de plus en plus coopérer avec le médico-social. Et donc, dans le médico-social, les établissements spécialisés sont encouragés à travailler selon 2 axes, à garder pour certains les unités d'enseignement interne, et on sait que cela évolue de plus en plus puisqu'on veut aller plus vers les écoles, et d'installer dans chaque école ou collège ou lycée des unités externalisées. Les UEP en font partie, donc, et on sait très bien qu'à la CNH, dernièrement, au mois d'avril, le président de la République a annoncé que 100 établissements volontaires seraient installés de 2023 à 2027 dans les établissements scolaires. Donc, on voit bien que l'approche multiple en France, de plus en plus va vers une approche plus centralisée sur le monde scolaire ordinaire, même si on sent bien que cela bouscule et cela pose des problèmes à l'heure actuelle, on en entend parler tous les jours, mais en tout cas, c'est une volonté qui est déjà inscrite dans un texte, un décret, et on essaie avec les unités externalisées polyhandicap de le réaliser en essayant de faire comprendre à l'éducation nationale et surtout aux enseignants quelle est la plus-value de ces dispositifs. Les visées communes, Florence? Les visées communes, c'est... J'avais pas prévu cette slide-là, hein, donc je vais repartir de la même manière. Les visées communes, c'est travailler sur l'engagement de tous les acteurs. Alors, c'est le slide suivant, mais je le redis. On est à la croisée des activités de l'éducation nationale qui doit s'ouvrir vers cette nouvelle forme d'accompagnement, vers le médico-social qui doit s'ouvrir aussi vers le droit commun et le secteur ordinaire et non plus ne travailler en huis clos. Et ces visées communes sont dans un axe d'amélioration de l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap comme des citoyens à part entière. Et c'est là que nous nous retrouvons tous dans ces visées communes et dans ce partage commun avec nos différences de langage. Moi, souvent au départ, ça va mieux maintenant, mais je ne comprenais pas ce que me disait Maryse. Et parfois, elle ne comprenait pas ce que je lui disais parce que nous avions tous ce jargon commun. Par contre, de par ces visées communes, nous avons pu aussi trouver un langage commun, un langage partagé par une vision notamment partagée. Donc cet engagement des acteurs autour de valeurs partagées, c'est vouloir une école inclusive pour une société inclusive. À nouveau, c'est la loi de 2005, et la question de l'accessibilité universelle, la question du droit, le droit de l'enfant polyhandicapé de pouvoir aller à l'école comme tous les autres enfants. On se rend compte aujourd'hui, on l'entend sur certains reportages, que c'est possible encore à l'âge maternel, mais que dès que l'enfant à 6, 7 ans, là, la scolarisation devient une véritable problématique. Pourtant, une école inclusive, c'est une société qui devient inclusive parce que autour de la classe de l'unité d'enseignement externalisée, il y a aussi une cour de récréation où les enfants se retrouvent et jouent ensemble. Il y a les temps de cantine où les enfants partagent les repas.
les sorties communes qui sont organisées, les temps festifs, les temps aussi où l'école accueille les parents lors des fêtes d'école, ce qui n'était pas le cas avant, puisque les parents étaient souvent exclus. Et aujourd'hui, les parents se sentent parents d'élèves à part entière dans les écoles. Les temps d'échange entre classes sont aussi essentiels. C'est des temps de partage, comme quand les enfants de l'unité d'enseignement vont partager un compte sensoriel avec une classe de CE, par exemple, ou à l'inverse, quand de jeunes lecteurs de CP viennent conter des histoires dans la classe des élèves de l'unité d'enseignement externalisé. Et ce qui se joue à ce moment-là entre les enfants, quand on le regarde d'un œil un petit peu extérieur, un petit peu décalé, et qu'on les laisse évoluer ensemble, ces moments-là, ils ne nous appartiennent plus, ce sont juste des enfants entre eux. Ces moments nous dépassent un peu, on ne comprend pas tout, nous les adultes sur le bord, et j'ai envie de dire, c'est très bien ainsi. Ces valeurs partagées sont d'autant plus importantes qu'elles nous permettent de donner du sens aux mots. Et notamment le terme inclusion, il faut souvent le retravailler avec les équipes qui sont présentes sur le terrain et de voir ces enfants qui sont très différents entre eux, bah, ça permet de montrer que l'inclusion, c'est vraiment la participation de toutes les différences. Et même si on ne cible pas des inclusions par rapport à des compétences académiques très précises, on peut en effet vivre ensemble et avoir un regard positif sur ce qui est différent. On prend aussi dans ces unités d'enseignement polyhandicap, on prend aussi la notion d'accessibilité. Alors la notion d'accessibilité, c'est vrai qu'avec le polyhandicap, souvent on se dit bah, c'est l'accessibilité physique. Alors on pense en effet à l'accessibilité des locaux. Et c'est important. Il faut que l'accessibilité des locaux soit présente dans l'école où on va implanter l'unité. Mais il y a aussi une autre notion qui est très importante par rapport aux enseignants, c'est l'accessibilité pédagogique. Et on travaille avec eux pour montrer qu'en modifiant certaines pratiques, ils peuvent permettre de pouvoir accéder à certains apprentissages, aussi minimes soient-ils, comme l'a dit Florence, certains élèves qui sont très différents. Et cette accessibilité pédagogique, elle baisse quand même le niveau de compensation individuelle et on trouve ça fort intéressant de le travailler même dans les UEP parce que souvent les enseignants nous disent « on ne peut rien faire pour eux ». Si, on peut faire, même on peut faire pour eux et pour tous, ne serait-ce qu'en structurant l'espace, en structurant le temps de manière plus précise, en catégorisant les choses, en donnant du visuel, en partageant des choses qui sont structurées mais dynamiques. Florence, tu as donné des exemples des comptes sensoriels tout à l'heure, c'est tout à fait valable, mais il y a bien d'autres exemples. Et je crois que cela, ça participe à la formation des enseignants et à leur transformation des pratiques. Si on veut une école inclusive, il faut réellement que la formation des enseignants soit beaucoup plus accompagnée et beaucoup plus ciblée sur des choses qui sont réalisables. Et si je puis me permettre de rajouter, l'expérience des enseignants en unité externalisée, par capillarité, par échange, dans la cour de récréation notamment, hein, il n'y a pas que la relation entre enfants dans la cour de récréation, il y a les relations entre professionnels et enseignants, les savoir-faire qui sont développés par les enseignants en unité d'enseignement externalisé, les adaptations pédagogiques qui sont proposées au groupe sont réappropriées par les enseignants dans leur classe dite ordinaire et ils découvrent même des nouveaux outils pour accompagner les élèves. Et si les UE peuvent être perçus comme un système plus intégratif qu'inclusif, il y a des temps d'inclusion qui sont énormes. On parlait du temps de récréation, mais c'est aussi des temps d'inclusion qui, petit à petit, par une connaissance réciproque des acteurs, deviennent des temps d'inclusion individuelle ou collective, et on le verra dans des exemples à la fin, totale en classe pour les élèves. Donc oui, on va vers une démarche inclusive avec ces unités d'enseignement externalisées. Cette diapositive, elle parle en fait de compte qu'est-ce qu'apporte un tel projet et sur quoi il doit se construire. C'est Philippe Mérieux, dans le lien entre pédagogie et sciences cognitives, qui avait établi ce rapport entre ces trois axes.
Tout d'abord, on doit bien sûr dire pourquoi on développe un tel projet, quelles sont les finalités, ce sont les valeurs et les objectifs qu'on vient de développer, les connaissances. Et Florence vous a parlé de tous les travaux sur du GRAP, donc on s'appuie sur des travaux scientifiques publiés et validés. Et puis les moyens concrets qui sont mis en œuvre sur le terrain, c'est-à-dire une enseignante spécialisée, une équipe médico-sociale. Et vous voyez que si un de ces axes est trop travaillé, on peut rentrer dans un discours trop théorique que trop technique, si on n'a que les finalités, les connaissances. Si on reste que sur les connaissances et les moyens concrets, on a un discours trop scientifique. Et si on ne reste que sur les finalités et les moyens concrets, on a un discours idéologique et prescriptif. Donc, je pense que cette diapositive, elle est aussi importante à présenter à tous les acteurs pour bien montrer la cohérence du projet et l'importance et la plus-value que ça peut apporter. Alors, la démarche d'implantation, en fait, on voit bien que c'est une coopération entre différents acteurs. L'éducation nationale qui fait le choix de l'équipe enseignante, donc, et qui le fait en parallèle avec la municipalité, parce que la municipalité fait le choix de l'école, et là, ça nécessite quand même une concertation très forte. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont bien sûr qui ont une place primordiale, l'ARS, avec le choix du service médico-social, et puis les parents et les enfants qui doivent bien sûr adhérer au projet. Donc, importance de la présentation du projet aux parents, concertation régulière entre les trois acteurs que sont l'éducation nationale, l'ARS et la municipalité. Et on va voir avec Florence dans les points de vigilance combien il est important par rapport au choix d'école, par exemple, ou le choix de l'équipe enseignante, même le choix de l'équipe médico-sociale, d'être vigilant par rapport à certains points. Et justement, bel enchaînement Maryse, nous passons au point de vigilance. Alors, tout d'abord, l'équipe enseignante de l'école. Les enseignants, assez spontanément au démarrage des projets, peuvent partager leurs craintes, et c'est très bien qu'ils le fassent, parce que ces craintes sont légitimes, de voir débarquer dans leurs murs l'armada médico-sociale, qui arrive parfois de manière un petit peu trop intrusive, en disant « nous, on est des professionnels du handicap et on va vous montrer comment il faut travailler ». C'est un des écueils qu'on a pu avoir, en tout cas avec Maryse, au démarrage de la première unité d'enseignement externalisé. Et les enseignants ont légitimement peur de voir leur fonctionnement totalement déstabilisé. Il ne faut pas oublier aussi que pour des enseignants qui n'ont pas particulièrement eu d'élèves en situation de handicap dans leur classe, le polyhandicap en particulier peut faire peur. La peur de l'inconnu, j'ai souvent entendu aussi des enseignants me dire « on a peur de mal faire ». On le verra. Il y a un peu plus tard, il y a des leviers, et notamment le levier de la formation, pour lever ces craintes. Du côté des équipes, des établissements, ces craintes sont existantes aussi, elles sont différentes. C'est la peur de sortir des quatre murs de l'établissement sur lesquels, depuis des années, ils interviennent. Et cette peur d'exposer leur pratique professionnelle, moi je le traduis comme ça, mais on en échangera ensuite après cette présentation, c'est cette peur d'exposer ces pratiques professionnelles au regard de tous, enseignants, équipe de l'école, équipe municipale. Du coup, on a des réactions parfois très réactionnelles qui sont de dire « moi, je suis aide-soignante, je n'ai pas été formée pour aller travailler dans une école, on ne m'a jamais appris ça ». Et puis aussi des professionnels qui vous disent « ils sont bien mieux sur l'établissement, vous avez vu à quel point ils sont polyhandicapés, ce que vous faites, c'est limite maltraitant ». On l'a tous entendu de certains professionnels d'établissements médico-sociaux. Du côté de l'équipe municipale, c'est beaucoup de demandes d'adaptation qu'ils vivent comme une obligation, parfois. Je fais une spéciale dédicace à Anne Fesquier au passage, avec des obligations d'aménagement d'espace, d'aménagement des accès au niveau de l'école, les contraintes de cantine avec l'alimentation mixée qui est très très compliquée à mettre en œuvre, et c'est un des leviers qu'il est parfois difficile à lever, mais lorsqu'il est levé et que les
personnels municipaux comprennent le sens aussi du projet, là on a souvent des équipes très motrices et qui nous accompagnent. Les cadres, c'est peut-être la partie charnière et pivot dans ces situations d'intermétier que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire être l'interface entre justement l'éducation nationale, justement la mairie, les équipes municipales, rassurer les parents, accompagner les enfants, accompagner aussi les équipes de l'établissement au changement et au changement de leur pratique professionnelle. Le boulot des cadres aussi, c'est d'aménager toute la logistique autour de ce projet. Et Dieu sait que la logistique, ça fait partie des éléments clés et du travail énorme qui est à mener dans les UEP. Les parents, l'implication des parents, elle est bien sûr primordiale. Leur accord est primordial, leur adhésion est essentielle, mais certains parents peuvent nous dire, et on l'a entendu assez régulièrement, selon leur parcours, ça fait des années qu'on nous dit que nos enfants sont trop handicapés pour aller à l'école, et aujourd'hui, vous nous dites qu'ils seront bien mieux à l'école. Et c'est tout un accompagnement des familles pour les rassurer sur le bien-être et la sécurité de leurs enfants. Et bien sûr, les enfants, parce que ça, c'est le centre de l'objectif, c'est l'objectif premier. L'essentiel, c'est d'en faire assez, de leur proposer assez, de leur proposer encore plus, mais en étant très, très, très vigilant aussi à ne pas en faire trop. Je l'avoue, aujourd'hui, sur les premières unités d'enseignement externalisé, sur la première en tout cas, on a eu pour ambition de scolariser tous les enfants, absolument tous. Et on s'est rendu compte derrière que les kinés, notamment les rééducatifs, nous disaient « oui, mais nous, on ne le voit pas assez ». Et c'est ce juste équilibre qu'il faut trouver entre ce besoin de scolarisation inclusive, mais aussi le besoin de soins. Et là, l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de l'enfant et de sa famille, de permettre à l'enfant aussi, l'enfant ou l'adolescent, de s'autodéterminer lui-même dans ce dispositif de scolarisation, de nous dire comment il s'y sent et comment il veut y évoluer. Alors, il faut définir un plan d'action commun, donc le choix de l'école, la mobilisation de ressources humaines en interne à l'ESMS, une question de logistique, bien sûr, on voit, la communication et l'évaluation d'un tel dispositif. Donc, on va aller un peu plus vite parce que si on veut vous présenter les témoignages, je pense qu'on est un peu ric-rac au niveau du temps. Alors, j'accélère, mais je tiens quand même à mettre en avant l'évaluation. L'évaluation, elle est essentielle, non seulement pour rendre des comptes de ce qui est fait au niveau de l'UE auprès de l'ARS notamment, mais les bilans et les évaluations fonctionnelles, elles me paraissent indispensables aussi pour objectiver à terme le fait que les UEP ne s'inscrivent pas dans une douce utopie. Voilà, on est content, ils sont à l'école, on est ravis, on a des statistiques, mais les évaluations fonctionnelles, les bilans sont aussi essentiels pour montrer que ces modes d'accompagnement font progresser les enfants. Ça, c'est des données probantes. On a des évaluations qui nous permettent de voir que les objectifs qui avaient été déterminés ont été atteints, évalués, et que l'UEP, l'enseignement prodigué, leur a permis de progresser. Voilà, c'était mon petit focus évaluation. Tu as raison, c'est tout à fait primordial. On va aller voir les modalités de mise en œuvre et notamment la composition de l'équipe. Ah non, il y a d'abord les élèves, excusez-moi. J'avais compris. Il y a les élèves. Je te laisse la parole. Oui, alors les élèves, le profil, c'est selon la définition du polyhandicap que vous aviez dans les slides précédents. L'âge des enfants, c'est l'obligation d'instruction et de formation du Code de l'éducation. L'orientation est posée selon le cahier des charges de la... Alors, je cite le cahier des charges. L'orientation doit être la plus précise possible et identifier le mode de scolarisation. Donc, idéalement, au niveau des CDAPH, le mode de scolarisation devrait être précisé sur les notifications. Et l'admission, pour rappel,
en tout cas aujourd'hui, ça évoluera peut-être, c'est bien l'admission qui est prononcée par les directions des établissements médico-sociaux. L'enfant reste rattaché à l'établissement médico-social, même s'il dépend d'une unité d'enseignement externalisée. Par rapport à la composition de l'équipe pluridisciplinaire, il y a les enseignants, dont un enseignant spécialisé qui est dédié à l'UEP, et puis une équipe médico-sociale avec bien sûr les cadres, un EduxP, un AMP, aide médico-pédagogique, une aide-soignante ou infirmière, plus kiné, ergo, ortho, psychomote. Voilà, pour globalement le nombre d'élèves qui est accueilli sur l'unité en question. Maintenant, la question du budget. Alors, le budget, l'Éducation nationale intervient par le détachement d'un enseignant spécialisé dédié à cette unité. Les établissements médico-sociaux interviennent par la mise à disposition d'équipes pluridisciplinaires, le paiement de la cantine, le paiement des transports, la formation et la supervision et bien sûr les charges de fonctionnement. Au niveau de la mairie, il y a, je l'avais cité, les travaux d'aménagement nécessaires au bon fonctionnement de l'unité d'enseignement externalisée, ainsi que les charges courantes d'eau et d'électricité et d'entretien des espaces qui posent parfois quelques petites difficultés. On va passer maintenant à la question de la formation. La formation, elle est essentielle parce qu'elle permet de mettre en place un socle commun de connaissances autour de l'enfant polyhandicapé et de son environnement. Idéalement, les formations, elles doivent être communes entre tous les enseignants de l'école. J'ai parlé des peurs qu'ils pouvaient avoir au départ. Ces peurs, elles sont levées dès qu'il y a une acquisition de connaissances autour du polyhandicap et ça permet aussi des échanges avec l'équipe médico-sociale. Tout simplement, ça permet de se connaître et de retrouver ce sens commun dont on parlait tout à l'heure. Les possibilités de formation, elles sont multiples. Elles sont soit par unité d'enseignement externalisée, uniquement et spécifique à un seul établissement. Ce qui est de plus en plus le cas, ce sont des formations multi-associations qui ont les mêmes types de projets et qui mutualisent leurs moyens pour accéder à des formations qui sont, j'ai envie de le dire, c'est 5 jours de formation, mais totalement modulables en fonction des besoins de territoire et des acteurs. La supervision, pour qui? Pour l'ensemble des professionnels qui œuvrent pour cette unité d'enseignement externalisé polyhandicap. Pourquoi? Pour épauler, conseiller l'équipe, faciliter la mise en relation entre les différents acteurs, guider et favoriser l'appropriation du projet personnalisé du jeune, qui est en fait une rencontre entre le PIA et le PPS. Il faut faire le lien entre les deux. Et le superviseur permet aussi de préciser les adaptations sur le plan physique, cognitif, sensoriel. Et puis, il impulse le suivi et la modification des gestes professionnels des équipes. Et surtout, il regarde bien sûr de très près la progression des jeunes, des enfants. Nous avons fini cette partie de présentation sur les bases des unités d'enseignement externalisées, mais le plus parlant, c'est peut-être les témoignages. Et on va vous diffuser le témoignage du papa de Youssef, qui a donné son accord pour cette diffusion-là. Par contre, s'il est possible d'arrêter l'enregistrement des 2 prochains témoignages, ça serait très bien. Madame Thierry, on en avait discuté, parce qu'on n'a pas l'accord, par contre, sur la diffusion du site de l'ARS. Je le fais immédiatement. Merci.